ce soir donc pour la deuxième conférence de notre thème annuel sur la question de la réalité. Et ce soir, c'est notre collègue et ami Sylvain Portier qui va donc prendre la parole. Quelques mots pour rappeler qu'il est titulaire donc d'un doctorat de philosophie sur Fichte, qu'il a publié d'ailleurs aux éditions L'Harmattan. Vous avez dû le voir en arrivant sur la table là, plus haut. C'est en 2010, je crois que vous avez publié. En 2010. Et il a également publié un livre sur les philosophes, un livre plutôt d'intention pédagogique, je dirais, sur les philosophes qui me semble particulièrement intéressant, que je ne connaissais pas. C'est 20 philosophes incontournables chez Ellipse. Donc les questions de pédagogie, de relation avec le réel, non seulement extérieur, mais également le réel de l'intersubjectivité, sont des questions qui préoccupent particulièrement Sylvain Portier. Et ce soir, donc, il va nous présenter une conférence sur la question de la réalité, le problème de la réalité, du monde extérieur, en partant, je crois, de l'exemple de la méditation de Descartes. C'est ça. Cette fameuse méditation où Descartes, vous le savez bien, prétend prouver l'existence du monde extérieur. Mais je lui laisse tout de suite la parole. Bien, merci d'être là, merci de m'avoir invité. Oui, l'idée c'était de présenter, alors je pense pas trouver des choses totalement révolutionnaires sur la lecture que je vais faire de Descartes. C'est plutôt une présentation, comme vous disiez, pédagogique, des différentes étapes de la réflexion qu'il mène, notamment dans les méditations métaphysiques. Et c'est vrai que c'est un thème, alors pour diverses raisons, moi qui m'a toujours intéressé, sur lequel j'avais travaillé dans le cadre de ma thèse sur Fichte, petit philosophe méconnu, disciple avec des gros guillemets de Kant, coincé entre les deux géants que sont Kant et Hegel. Et donc moi j'avais travaillé là-dessus. Donc ce qui pourrait être intéressant aujourd'hui, ce serait pour ne pas trop perdre le fil moi-même de la démonstration de Descartes, essayer de bien la suivre ses principales étapes, faire des petits points à certains moments, et puis des parallèles éventuellement sur lesquels je serais heureux de revenir après avec vous, si vous voulez que l'on puisse mettre en lumière d'autres philosophes par rapport justement à la méditation de Descartes, Descartes et Pascal, Descartes et la phénoménologie, Descartes et Fichte, etc. Alors, même si c'est un philosophe qui est très connu, puisque c'est probablement l'un des plus grands philosophes français, je me permets de dire 2-3 petits mots de sa vie, juste par respect pour l'homme et l'auteur. Il est né en 1596 à La Haye en Touraine. Son père le surnommait mon petit philosophe parce qu'il ne cessait de poser des questions quand il était petit. Il étudia au Collège Royal Henri le Grand de la Flèche. Il rédige ensuite des traités d'algèbre sur les paraboles, les hyperboles et les ellipses notamment. Il est l'inventeur du plan cartésien, plus connu de nos chers collégiens sous le nom de repère orthonormé. Et on peut dire que c'est avec lui, Pascal et Leibniz, à l'époque donc de Galilée notamment, que les mathématiques et la physique deviennent véritablement modernes et qu'on passe à un modèle qui n'est plus celui qui est dont, disons, Aristote est la grande figure, et on essaye d'inventer donc une science plus moderne, sur de nouveaux fondements philosophiques notamment, puisque c'est souvent le cas, quand on fait un peu de philosophie, quand on fait un peu de science, ça amène souvent à des grands questionnements épistémologiques, pour employer un mot un peu compliqué, autrement dit, de la philosophie des sciences, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que il est scientifique ou ne l'est pas, qu'est-ce que le réel. Descartes étudia aussi l'anatomie humaine et il est notamment fasciné par le cerveau, donc ça c'est important puisque le cerveau est la rencontre du corps et de l'esprit. En 1622, il écrit un important traité qui s'appelle Les règles pour la direction de l'esprit, raison pour laquelle dans le langage courant, être cartésien, c'est avoir des règles, je dirais, très strictes, très rigoureuses, très logiques, très rationnelles.
Il apprend en 1633 la condamnation de Galilée et donc renonce à son traité du monde et de la lumière, et il se dirige donc plutôt vers des ouvrages de philosophie fondamentale comme le discours de la méthode et l'ouvrage qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, les méditations métaphysiques, écrites en 1641. Il travaille également encore sur l'unité du corps et de l'esprit après sa rencontre avec Élisabeth de Bohême, et il s'agit donc d'un traité qui s'appellera le traité des passions de l'âme, qui sera issu des réflexions et de la correspondance qu'il aura eue avec la princesse, et il décède en 1650 et il est enterré au cimetière Nord-Malmö. On ne sait pas trop dans quelles circonstances d'ailleurs il est décédé. Et puis ensuite, il y a des choses assez rocambolesques sur ses restes, si l'on veut, et puis sur son crâne qui a été volé. Enfin, c'est assez épique. Alors, si l'on reprend les méditations métaphysiques à grands traits, le projet est un projet un peu plus rationaliste, et on peut définir le rationalisme comme une philosophie selon laquelle tout ce qui est réel est rationnel, pour emprunter quelques mots à notre cher Hegel, tout ce qui est réel est rationnel, et que tout ce qui est vrai doit pouvoir être rationnellement démontré. Alors, généralement, quand j'explique ça, moi, à mes élèves, ils en concluent immédiatement qu'un bon rationaliste est un rationaliste athée, ce qui n'est pas une évidence, puisqu'évidemment, si on est croyant, cela repose sur quelque chose d'assez irrationnel, puisqu'il y a toujours une part de surnaturel, je dirais, d'incompréhensible, d'au-delà de la finitude humaine dans toute religion, sauf que ce n'est pas forcément le cas, à condition que l'on puisse, bien sûr, démontrer que Dieu existe. On y reviendra plus tard. Donc c'est un rationaliste, un de ses plus grands représentants, comme le sont aussi Leibniz ou Spinoza par exemple. Il est donc farouchement opposé à des conceptions comme celle de Pascal, sur lesquelles on pourra revenir aussi, et il propose une méditation métaphysique. Donc une méditation, c'est une réflexion, disons, approfondie et solitaire, donc il s'isole, alors pour faire cette réflexion lui-même, et puis métaphysique au sens propre du terme, hein. Si on remonte à Aristote, on peut considérer que c'est une science qui a trois grands objets auxquels la science elle-même ne peut pas, les sciences expérimentales et physiques ne peuvent pas prétendre donner des connaissances, c'est-à-dire le monde, Dieu et l'âme, qui sont les trois grands objets. Donc le monde, c'est ce qu'on appelle de l'ontologie, Dieu, c'est ce qu'on appelle de la théologie, et puis je serais tenté de dire que savoir ce que c'est que notre âme, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle survit après la mort, ce genre de choses, le je, le moi, j'appellerais ça de l'égologie, si on veut. Et nous verrons que ces trois notions sont intimement liées, que ces trois dimensions de la métaphysique se retrouvent donc dans les méditations. Alors il commence son œuvre avec une remise en cause radicale, ce qu'il appelle une tabula rasa, une table rase, de toutes les opinions qu'il a reçues jusqu'à présent. Et la particularité des méditations métaphysiques, alors qui font partie des rares livres peut-être de la philosophie qui peuvent être lus par des personnes lambda, je dirais, qui n'ont pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études pour pouvoir pénétrer le texte. Donc ça se lit assez bien, c'est vrai. Et chose particulière, c'est que c'est écrit à la première personne du singulier. Donc ça commence par « Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables, blablabla. » Et donc on peut être assez étonné parce que si on s'intéresse vraiment à la vie de Descartes, bon bah ça peut être intéressant, sinon c'est une autobiographie, donc on s'en fiche un peu. Et en effet c'est l'un des rares textes, à part évidemment des dialogues comme ceux de Platon où chaque interlocuteur dit je, ou alors des textes, je dirais autobiographiques, voire de l'ordre de la confession, comme les confessions de Saint-Augustin ou les confessions de Rousseau, où là évidemment il emploie le je puisqu'il part de son intimité. Là c'est étonnant, il n'y a pas beaucoup de textes comme ça qui commencent par je, surtout que nous en France on a toujours cette fausse modestie de toujours écrire nous, alors qu'en réalité c'est bien l'auteur qui parle, mais on se cache derrière un nous de politesse. Même dans une thèse, on écrit nous, alors que par définition, si c'est une thèse, c'est quelque chose que toi seul as trouvé, sinon c'est pas une thèse soutenable. Et là il dit je. Alors évidemment, ce n'est pas un je autobiographique, c'est un je universel. C'est le je que l'on emploierait quand on dit quand j'additionne 2 et 2, j'obtiens 4. J'ose espérer que c'est pareil pour vous, et j'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour savoir si c'est pareil pour les Chinois. Je ne sais pas quels sont leurs usages forcément, je ne sais pas quelles sont leurs croyances, mais je sais, partant du principe que l'homme est un animal rationnel et que la raison est
le propre de l'homme, je sais que pour eux aussi 2 et 2 ça fait inexorablement 4, puisqu'il s'agit de la raison en eux. Donc là c'est ce projet d'une science rigoureuse qui pourrait quasiment être de l'ordre des mathématiques ou de la géométrie. Spinoza se souviendra de cet excellent projet. Lire les méditations métaphysiques comme si on les avait soi-même écrites mais qu'on avait oubliées, si on veut. Et donc on les relit en se disant « Ah tiens, c'est marrant moi aussi, ah tiens, c'est marrant moi aussi », et on file comme ça jusqu'à la fin des méditations. Donc il y en a 6 parce que d'un point de vue un peu théâtral, et puis aussi pour plaire à l'Église, parce qu'il faut marcher sur des œufs encore à cette époque-là, pour se mettre bien avec l'Église, il reprend ce rythme de 6 méditations, une chaque jour. Et donc il y a une première méditation, la deuxième elle commence par « La méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes ». Alors évidemment il ne l'a pas écrit en 6 jours, mais c'est théâtral. Et puis il y a un petit clin d'œil qui est que à la fin quand même, au 7e jour, en tant que bon chrétien, il n'y a pas de philosophie, on cesse d'être dans des sortes de réflexions approfondies, intellectuelles, et évidemment on se repose, et c'est la religion qui reprend ses droits, en gros on va à l'église. Donc on a ces 6 méditations, et s'il a bien fait son travail, tout le long, on doit suivre son raisonnement en se disant « moi aussi ». Si ça marchait parfaitement, on serait tous cartésiens, et donc on n'enseignerait que ça à l'école. Donc évidemment, comme tout système, il y a des petits points d'achoppement, des problèmes, des écueils, des choses à préciser. Raison pour laquelle d'ailleurs les 3 premières méditations forment vraiment le corps des méditations. Je dirais vous pouvez lire simplement les 3 premières. Et ensuite les 3 suivantes sont plutôt des réponses à d'éventuelles objections qu'on lui aurait fait parce qu'on a mal compris ses intentions ou son raisonnement. Et en plus de ça, il y a des réponses à d'autres objections qu'on lui a fait par lettre qui complètent généralement l'ouvrage. Il est écrit en latin parce qu'il est technique. Vous avez une version simplifiée, c'est le discours de la méthode, qui est écrit en français. Là-dessus, il est assez progressiste, je dirais, notre ami Descartes. Il écrit dans les 2 langues parce qu'à l'époque, tout le monde n'a pas le bonheur d'avoir fait les études comme lui chez les jésuites et de pouvoir parler latin. Et donc, on réserve le latin aux ouvrages de philosophie fondamentale, je dirais. Et il y a des versions plus simples pour les gens qui déjà savent lire, c'est pas mal, notamment les femmes, parce que certaines femmes, quand même, ont accès à la culture, mais généralement, évidemment, pas au latin. Et donc ça donne accès à une philosophie à un public plus large. Et c'est aussi ce que j'essaie un peu de faire moi dans mon enseignement avec mes petites vidéos sur Internet, mes petits livres, faire de la philosophie un peu populaire, essayer de faire en sorte de considérer que ce n'est pas réservé à une élite. Donc si l'on prend son raisonnement, dans le premier paragraphe de la première méditation, qui s'appelle « Des choses que l'on peut révoquer ou en doute », donc des choses dont on peut douter, il se rend compte évidemment qu'on n'a pas toute la vérité et rien que la vérité dans le bec dès la naissance, que nos opinions ne cessent de changer, qu'on ne cesse de découvrir des choses même en science, et donc que l'on peut espérer peut-être un jour faire un point en se disant, parmi tout ce que nous savons, qu'est-ce que nous avons qui est douteux, qu'est-ce que nous avons qui est absolument indéniablement faux, et qu'est-ce que nous pouvons espérer qui soit indéniablement vrai. Alors dans les réponses aux 6e objection, il compare ça à des pommes. Alors moi je file la métaphore avec mes étudiants. On peut partir du principe que des affirmations objectivement fausses sont des pommes pourries, donc 2 et 2 font 5, c'est une pomme pourrie, le soleil tourne autour de la Terre, maintenant c'est une pomme pourrie. Il y a des pommes qui sont un peu pourries, mais pas totalement, c'est si on simplifie un peu en disant oui, bon en gros c'est ça, mais pas dans le détail. Il y a des pommes un peu mystères, on ne sait pas, elles ont une partie sur elles, on ne peut pas savoir si c'est pourri ou pas. Par exemple, Dieu existe. Là, vous avez une chance sur 2 qu'on voit que la moitié de la pomme, on va dire, donc on voit que ce côté-là est propre et n'a pas de pourriture, mais de l'autre côté, on ne sait pas, donc en fait, c'est une pomme incertaine. Et nous, ce qu'on voudrait dans notre panier à pommes, c'est des pommes absolument bonnes, quitte à se priver de pommes qui étaient peut-être elles aussi bonnes, mais dans le doute, nous nous abstenons. Hein. Donc il a une drôle de stratégie, c'est que dès qu'il y a 1%, si on veut, même si pas très joli comme expression, 1/1000e de risque qu'une pomme soit pourrie, on la met avec les pommes ostensiblement pourries. On va se priver d'énormément de pommes, mais au moins à la fin, on est sûr d'avoir que des bonnes pommes. Traduction, vous pouvez prendre n'importe quel philosophe de l'histoire de la philosophie, prendre une de ses thèses, vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est ce qui fait notre charme, ce qui fait aussi parfois l'agacement de certains élèves, mais vous pouvez toujours ne pas être d'accord avec une thèse de Platon, avec une thèse d'Aristote, ou avec une thèse de Sartre. Et l'idée de Descartes, c'est d'essayer de trouver au moins une thèse sur laquelle, quelles que soient les avancées scientifiques et quelles que soient les avancées philosophiques, on ne puisse pas ne pas être d'accord. Et peut-être que sur un fondement aussi solide,
avec une méthode rigoureuse, on peut espérer rebâtir tout un monument philosophique. Ça serait le fondement de son système. Alors il y a des pommes dont on va même pas parler parce que c'est pas rigolo. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Évidemment que nos goûts, nos couleurs, nos opinions religieuses, nos opinions politiques, nos valeurs morales ne sont pas des vérités indubitables et que, quelles que soient mes opinions dans ce domaine-là, je ne peux pas prétendre dire quelque chose d'universel et de nécessaire. Ce n'est jamais que mon opinion. Et puis évidemment, si je côtoie des gens qui ont les mêmes opinions que moi, j'ai un peu l'illusion de la vérité parce qu'en fait, on est dans des opinions collectives. Mais il n'empêche qu'on a beau avoir tous la même intime conviction, ce ne reste que des convictions. On a un autre candidat sur lequel on reviendra après parce qu'il n'est pas très amusant pour commencer aussi, ce sont justement les mathématiques et les sciences, parce que là on voit mal comment Descartes pourrait douter que 2 et 2 fassent 4, lui qui est un si grand mathématicien, ou que les angles, la somme des angles d'un triangle soit égale à 2 angles droits, ça devient un petit peu absurde. Donc ça, c'est une pomme qui n'est même pas drôle à ausculter. Et du coup, il commence sa démarche avec différents prétendants à la vérité. Alors le premier des prétendants, parce qu'il a aussi un petit peu en ligne de mire les empiristes et les matérialistes, c'est notre perception. Alors là, on a plusieurs étapes dans le doute cartésien. La première étape, c'est que notre perception n'est pas toujours infaillible. Hein, et il dit quelque chose qui est parlant aussi dans la vie courante, il dit évidemment, des fois je commets des erreurs d'appréciation, il y a des illusions, au loin je crois que c'est la silhouette de Michel et puis en fait c'est la silhouette de Gérard. Pour les choses qui sont éloignées, la vue, Louis, en effet on peut voir qu'il y a facilement des erreurs d'appréciation, de jugement, d'illusion. Après, pour les choses plus proches de nous, c'est peut-être plus compliqué parce que voir de loin la silhouette d'une personne et penser que c'est quelqu'un d'autre, ou entendre la voix d'une personne et penser que c'est quelqu'un d'autre, c'est possible. Après, où serait l'illusion des sens, l'illusion quand par exemple là je touche le bureau et je le trouve lisse et qu'en fait j'ouvre les yeux et qu'on me dit ah non il était rugueux, ça me semble plus difficile. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fait les illusions des sens, d'une part, sont exceptionnelles. Généralement, ce qu'on voit, c'est la réalité. D'autre part, peuvent être corrigées, soit par d'autres sens, parce que je me rapproche, parce que je sens, et puis je me dis, ah, en fait, l'odeur me dit que ma vue me trompait, c'était pas ce que je croyais. Soit parce que d'autres personnes vont me dire, mais non, regarde, ce n'est pas ce que tu crois. Par exemple, moi, je suis dans un désert, et puis je suis victime d'un mirage, un peu comme dans les albums de Tintin, là. Et puis je vois un oasis à l'horizon, et puis mon copain de balade, là, me dit, mais non, moi, je n'en vois pas. Donc je vais me dire, ah oui, je vais remettre en cause là ce que m'indiquent mes sens par ce que m'indiquent les sens d'un autre ou ce que m'indique ma raison, en me disant qu'il est quand même statistiquement beaucoup plus probable que ce ne soit pas un oasis. Et puis les sens quand ils sont à proximité, donc c'est essentiellement le cas du toucher et puis aussi du goût, là on voit mal, Descartes le reconnaît, hein, où pourrait se glisser l'ombre d'un doute. Mais il le dit, si on prend en général la catégorie perception, comme il le dit, il est de la prudence de ne jamais se fier entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. Je suis d'accord. La confiance, une fois que c'est écorché, c'est plus pareil. Et donc, ma perception, on ne peut pas dire qu'elle soit source de vérité. Donc là, on a un cas un petit peu exceptionnel, et en fait, il monte en puissance. C'est toujours comme ça dans la première méditation. Ça va un peu crescendo. On va dire que là, bon, c'est un petit peu pour se chauffer. Deuxième argument qui est un peu plus puissant, c'est que nous pouvons être soit tous naturellement, soit parfois victimes d'une illusion du même ordre que l'illusion d'optique, le mirage. C'est ce qu'on appelle le rêve. Toutes les nuits, je rêve, et je prends parfois, alors c'est pareil, on va me dire, oui, mais pas toujours, des fois on sait qu'on rêve quand on rêve, il y a des rêves éveillés, oui, ok, il y a aussi des trèfles à 4 feuilles, mais généralement ils en ont 3, et généralement quand tu rêves, au moment où tu rêves, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, il porte bien son nom, évidemment tu ne te rends pas compte que tu rêves, c'est juste quand tu te réveilles que, heureusement, on peut encore se dire que c'était un rêve, et donc quand on est éveillé comme là, on pense être éveillé et on a raison, tout le problème étant que quand on dort, on a autant la certitude d'être éveillé que quand on est éveillé. Donc il est quand même assez rare que quelqu'un d'éveillé pense dormir, sauf trouble psychologique, mais par contre il est très courant que des personnes normales dorment et se croient éveillées, raison pour laquelle on peut faire des cauchemars, se réveiller en se disant « Ah, ce n'était qu'un rêve », etc. Donc là on est chez une personne prétendument rationnelle, puisque c'est la définition de l'homme chez Aristote, doué de raison, dont la raison vacille et déraisonne naturellement et très régulièrement, puisque c'est naturel et c'est chaque nuit. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'il y
a très très peu d'études du rêve. Il y a des angles morts comme ça dans la philosophie, il y a des choses, alors soit parce qu'elles sont tabous, soit parce qu'elles ne sont pas considérées comme étant sérieuses, qui ont été très très peu étudiées dans l'histoire de la philosophie, alors qu'elles appartiennent au quotidien. Peut-être parce que le rêve, justement, comme nous sommes des êtres doués de raison, c'est un peu honteux d'avouer que nous déraisonnons naturellement un petit peu tous, et puis finalement qu'apprendre du rêve, il faudra peut-être attendre la psychanalyse pour se demander si finalement c'est pas intéressant justement de raisonner sur le rêve. Et là on a un petit paragraphe quand même sur le rêve, et puis on en a un autre sur la folie, qui est aussi assez rare, parce que l'histoire de la folie elle est quand même assez récente. On a un petit paragraphe aussi sur la folie au début des méditations, parce que la folie c'est le même principe. Il y a autant de folie finalement dans la veille d'un fou. Il faudrait définir la folie, mais on va faire simple. La raison et le jugement sont troublés, que dans la raison d'une personne normale lorsqu'elle rêve. On peut prendre pour quelque chose de tout à fait rationnel et raisonnable quelque chose de totalement aberrant dans un rêve. Le fou, il fait la même chose, mais éveillé. Donc ça montre bien que si on se fie à sa raison, on peut parfois se tromper, et si on se fie à sa perception, encore plus. Le fou qui voit quelque chose qui n'existe pas ou qui entend une voix qui n'existe que pour lui ne peut pas se fier à ses sens, pas plus que nous, quand nous dormons, nous pouvons être certains que ce que nous voyons peut vraiment être distingué de la réalité. Donc là, on a des cas d'illusions un peu plus généralisées, je dirais, oui, mais le rêve, oui, mais la folie. Alors ensuite, on a un troisième argument qui permet de monter encore un peu en puissance. Ce sont des arguments, ça, qu'on n'a pas de manière aussi développée dans le discours de la méthode, parce que le discours de la méthode, justement, est plutôt fait pour des débutants, des gens un peu moins aguerris en philosophie, et vous le savez, les philosophes passent vite pour des gens un peu fous, justement, et donc pour pas faire peur au lecteur, il y a quelques arguments qu'il met dans les méditations métaphysiques, parce que là, c'est fait pour des spécialistes, qu'il ne met pas dans le discours de la méthode pour rester crédible. Alors là, il y a une invention qui est assez intéressante. Alors, c'est en 3 étapes. La première, c'est ce qu'il appelle un dieu trompeur. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un dieu trompeur? Un dieu trompeur, un dieu, c'est un être qui a une puissance. Après tout, on y croit depuis des milliers d'années, en l'existence des dieux, depuis l'Égypte au moins. Ce serait un être qui aurait une puissance démesurée par rapport aux hommes. C'est le principe d'un titan ou d'un dieu, ou de dieu avec un grand D, mais ça complique encore l'histoire. Et ce dieu pourrait être trompeur, après tout, dans les dieux en Inde, dans les dieux chez les Grecs un peu aussi, chez les Égyptiens. Il y a des dieux qui ont pour but, c'est le principe du voile de Maya, si on veut, de nous tromper, de nous faire croire qu'on voit un monde qui est réel, et en réalité, le monde est caché par un voile, derrière lequel il peut y avoir un autre monde ou rien du tout, ça dépend des mythologies. Alors évidemment, c'est une hypothèse gratuite, parce que je ne peux pas vous prouver que ça existe, mais puisqu'on est un peu dans la paranoïa, alors quand on lit du Descartes, il faut être un peu paranoïaque, sinon c'est pas drôle du tout. Cultivons notre paranoïa ce soir. Et donc, si on veut être un peu complotiste et paranoïaque, en plus là on a été aguerri, donc c'est pas mal depuis quelques années, on peut se dire que finalement c'est toujours possible. Prouvez-moi que ce n'est pas le cas. Prouvez à un complotiste, alors lui prouver que la Terre n'est pas plate, c'est peut-être possible, mais allez lui prouver que, moi j'avais une personne sur Internet, on rencontre des gens formidables, qui m'a expliqué que, en fait, il était très déçu par ma chaîne, parce qu'en fait, j'avais une question, je fais une petite chaîne où on me pose des questions, et puis j'essaie d'y répondre, et puis comme ça m'amuse, j'ai essayé de contacter des stars. Et il y en avait qui ne croyaient pas que c'était les vraies stars, parce qu'elles étaient complotistes, et j'ai dit si, non mais c'est en vrai. Et il y en a une qui était très déçue, parce qu'en fait j'avais une question de François Hollande. Très gentil monsieur qui m'a posé une question en vrai, donc j'étais ravi, parce que moi j'ai une chaîne qui a quelques centaines, milliers d'abonnés, c'est tout, c'est rien. Et du coup il avait dit qu'il ne regarderait plus mes vidéos, parce que j'avais eu la question d'un reptilien. Alors j'ai regardé, je savais pas trop, et donc je ne sais pas si François Hollande est reptilien, mais c'est vrai que je ne peux pas lui prouver que François Hollande n'est pas un reptilien, qu'il ne vient pas de la planète Schmurz, enfin c'est vrai, ok. Donc vous m'accorderez que vous ne pouvez pas savoir si des dieux n'existent pas, et non pas comme malin plaisir de nous tromper, pauvres petits vermisseaux que nous sommes. Donc peut-être qu'il existe. Il y a une chance sur 1 milliard, mais une chance sur 1 milliard, on avait dit, c'est beaucoup. Une chance sur 1 milliard que ma pomme soit pourrie, je la mets pas dans mon panier à pommes. Et du coup, ça poserait un problème. Alors évidemment, il marche un peu sur des œufs, puisqu'il est question de Dieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être le Dieu tout-puissant des religions monothéistes, puisque là, c'est une autre définition. On n'est pas dans un être qui, éventuellement, peut être méchant, et puis a un pouvoir quand même limité. Les dieux, ils ont leur terrain de jeu. Poséidon, c'est l'océan. Zeus, c'est le feu. Un autre,
autre ça va être les récoltes, un autre ça va être la fécondité. Ils n'ont pas un pouvoir tout puissant, il n'y a aucun dieu au pouvoir absolu. Et c'est justement la grande différence entre ce qui fait une grande différence entre le polythéisme et le monothéisme, c'est que le dieu monothéiste n'est pas simplement Zeus ou Jupiter plus, c'est que c'est un être absolument parfait. Et du coup, si on considère que c'est un être absolument parfait, on voit mal comment il pourrait être trompeur, puisque, à ma connaissance, tromper, c'est mal. Ou alors, vous allez pouvoir me dire, oui, mais parfois, on est bien obligé de tromper pour le bien. Alors là, je vous laisse en tête-à-tête avec Kant, vous verrez. Mais peut-être, oui, c'est vrai que des fois, on ment aux enfants, parce qu'on ne va pas leur dire en vrai, je sais pas, moi, mon fils, il a 10 ans, s'il me dit, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une guerre nucléaire demain, je lui dis, ben non, c'est pour ça qu'on appelle ça dissuasion, évidemment qu'on s'en sert pas. Alors qu'évidemment, j'en sais rien. Mais je lui mens, mais parce que j'ai pas envie qu'il fasse de cauchemar. Mais moi, je suis obligé de faire ça parce que j'ai un pouvoir limité. Sinon, si j'ai un pouvoir illimité, je ferai en sorte que personne n'ait d'armes de destruction massive. Déjà, ça serait une bonne chose. Et puis, je changerais peut-être aussi 2-3 têtes de dirigeants. Sauf que moi, je peux pas. Et Dieu, lui, s'il existe, il peut, puisqu'il a un pouvoir infini. Donc, s'il a un pouvoir infini, ça fait douter de sa bonté, qu'il nous trompe. Et si il a une bonté infinie, ça nous fait douter de sa puissance. Parce que ça voudrait dire que Dieu nous trompe, mais pour notre bien, parce qu'il est bien obligé. Donc là, je ne vous suis plus, puisque si Dieu existe et que c'est bien le Dieu dont on parle, un être tout-puissant, il n'est pas obligé de quoi que ce soit. Donc, son omnipotence fait douter de son infinie bonté, et inversement, c'est donc une hypothèse un peu curieuse que ce Dieu trompeur, mais en fait, elle sert de tremplin un petit peu à Descartes, elle lui sert parce qu'il fait souvent ça, il pose des petits cailloux, et puis il dit ouais non c'est pas intéressant, et puis hop il le laisse de côté, et puis ensuite plus loin dans d'autres méditations, hop il revient et puis il reprend son petit caillou. Alors il y a une autre possibilité qui est donc pas celle d'un dieu trompeur, c'est celle de ce qu'il appelle, alors ça c'est resté assez célèbre, ce qu'il appelle un malin génie. Un genius malignum. Alors un génie, c'est au sens du génie de la lampe de Aladdin, hein, c'est pas une personne très intelligente. Et puis malin, c'est au sens du malin, le mal, donc disons le diable, à cette différence près que dans les religions monothéistes, le diable existe pour de vrai, c'est un ange déchu, et c'est pas une option, hein, ça fait partie du credo, parce que sinon on se demande qui a tenté, on se demande voilà, qui garde l'enfer, et si vous commencez à douter des anges, on se demande qui a parlé à la Vierge Marie, ou qui a guidé le peuple hors de... Bon, ou qui a dicté tel texte. Donc la croyance en l'existence, je dirais, littérale des anges et du diable est à prendre au pied de la lettre quand on est dans une perspective croyante. Donc là, évidemment, ce n'est pas ce Dieu-là, parce que c'est une expérience de pensée, comme on dit aujourd'hui. On envisage que ce malin génie existe. Il y a des rumeurs et des légendes beaucoup autour de Descartes. Il paraîtrait, selon certaines légendes, bon, je trouve ça plutôt rigolo qu'autre chose, qu'il aurait eu cette idée en allant, notamment il allait beaucoup aux Pays-Bas, en Hollande, parce qu'il y avait plus de liberté d'expression qu'en France, et la Hollande était déjà connue à l'époque pour les mêmes choses qu'aujourd'hui, et pas seulement pour les tulipes et le fromage, et donc il aurait eu cette espèce d'illumination, d'imagination que le monde est une fable, parce qu'un malin génie s'amuse à nous faire croire que le monde réel, enfin le monde perceptible est réel, en ayant recours à des produits un peu exotiques aux Pays-Bas. J'en sais rien. Donc ce personnage, il aurait pour simple but de toujours me tromper. Alors, il aura une puissance colossale parce qu'il faudrait qu'il ait la possibilité de créer ce monde, et puis il me semble quand même très très réel, hein, tout est bien limité, tout est cohérent, il n'y a pas d'un coup un dragon qui rentre, il n'y a pas de bug, hein, je dirais. Ceci dit, c'est peut-être possible, puisque quelque chose d'aussi peu puissant que mon cerveau, qui n'est quand même pas très très puissant au regard de la puissance de l'univers, en est capable toutes les nuits, puisque je réussis moi-même à me tromper toutes les nuits, en me demandant même parfois dans des rêves, mais c'est bien réel? Et en réfléchissant, je me dis que oui, et ensuite je me réveille. Donc, a fortiori, peut-être qu'un esprit, le malin génie, est capable de faire ça. Donc, on n'a plus le problème de la bonté, puisqu'il est méchant. On n'a pas le problème de l'infinie puissance, puisqu'il est juste très très puissant. Et on n'a pas le problème non plus de la motivation, étant donné qu'il le fait peut-être par pur sadisme, par jeu, par cruauté. Pourquoi pas, hein, vous savez, l'humour, c'est assez subjectif. L'humour des Français, c'est pas l'humour des Coréens. L'humour des enfants de 3 ans, c'est pas l'humour des adultes. Il y en a qui trouvent très drôle de torturer des insectes en leur arrachant les ailes. Bon, bah, les malins génies, on n'a qu'à partir du principe que la race est mauvaise. Voilà, c'est comme ça. Ce qui les fait beaucoup rire, c'est d'enfermer une ou plusieurs personnes dans un simulacre,
de leur naissance à leur mort, et de les voir sautiller d'une jambe sur l'autre en se demandant comment ils vont payer leurs impôts, s'ils vont arriver à l'heure à la gare, etc. Ça les fait beaucoup rire. Et ce qui les fait beaucoup rire surtout, c'est que quand ils demandent confirmation, tout comme quand il y a un mirage dans le désert, quand ils demandent confirmation à quelqu'un d'autre, si tant est que ce quelqu'un existe, évidemment l'autre le lui confirme. Et donc évidemment si je vous demande si pour me rassurer, si vous voyez bien ma bouteille d'eau, vous allez me dire oui, ce qui ne me rassure guère, soit parce que nous sommes tous en réseau, je dirais, branchés sur la même simulation, le même rêve éveillé que le veut le malin génie, soit tout simplement parce que vous n'êtes même pas là et je vais me réveiller tout à l'heure, hein, c'est possible aussi. Donc le fait que vous aussi vous obteniez 4 en additionnant 2 et 2, on peut peut-être même aller jusque-là. Ça nous demanderait une petite réflexion, mais ça on le fera peut-être plus tard après en débat, sur le statut des réalités mathématiques, des vérités mathématiques. C'est un petit peu compliqué chez Descartes, Leibniz. Voilà, comment est-ce que vous voyez les maths? Moi j'avais un ami qui avait fait un DEA à l'époque, ça existait, sur qu'est-ce qu'un nombre. C'est compliqué. Alors un exemple c'est facile, hein, 12, 32, oui, mais l'essence d'un nombre, c'est très compliqué. Donc peut-être que le malin génie est si malin et si génial qu'il peut même me faire douter des vérités mathématiques. Pourquoi pas? Donc on peut aller jusque-là. Alors ça sera repris notamment dans la pop culture, puisque, comme ça avait été suggéré, j'aime bien les choses un petit peu popularisées, popularisantes. Ça a été repris par les excellents films Matrix, que je vous recommande. Voilà, je suis un adepte. Vous avez ça dans Matrix. Alors c'est pas un hasard, hein, si ça s'est développé avec d'autres films comme Existence ou Passé virtuel. La grande problématique, ensuite il y a Inception. Sommes-nous dans le réel ou non? Ça s'est développé parce qu'il y a une réalité concurrente à la réalité matérielle qui s'est développée, ça s'appelle Internet, et puis parce qu'on commençait à faire des simulations de jeux vidéo très réalistes, à tel point qu'on se disait mais peut-être qu'un jour les gens pourront être emprisonnés dans le jeu vidéo, et puis ils feront plus trop, ils deviendront moitié schizophrènes, et puis peut-être même qu'ils seront dans un jeu vidéo sans s'en rendre compte. Bon voilà, alors vous avez aussi un épisode de Black Mirror là-dessus, c'est aussi une très bonne référence de pop culture. Et alors en l'occurrence les frères Wachowski, eux, se sont inspirés de deux expériences, alors de Baudrillard qui est d'ailleurs le livre que l'on voit au début de Matrix, dans lequel le héros de Matrix cache des choses, et on a une réplique célèbre de celui qui éveille le héros de Matrix à la réalité, qui lui dit bienvenue dans le désert du réel, qui est une citation de Baudrillard. Et puis on a aussi d'autres philosophes qui ont fait cette expérience à cette époque-là. Alors bon, c'est plus de la science-fiction, hein, mais parfois la science et la fiction se rejoignent ou se dépassent l'un l'autre. C'est ce qu'on appelle l'expérience du cerveau dans une cuve. L'idée étant qu'on prend un cerveau, alors bon, faut avoir envie de dépecer la bestiole, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai que si on prend que le cerveau et puis que l'oxygène, ça doit fonctionner. Ou alors on vous garde simplement comme ça, tout nu dans une cuve, hein, c'est le principe de Matrix. Et puis, depuis la naissance, on vous branche sur une simulation, et puis on regarde comment vous réagissez si vous voyez une éventuelle incohérence. Et puis là, il faut trouver alors une raison. Alors dans Matrix, c'est que comme ça, on produit de l'énergie, raison pour laquelle les machines nous ont emprisonnés dans les années 90-2000, parce que si elle nous emprisonnait dans un monde merveilleux, on ferait plus rien, alors que si on nous emprisonne dans un monde où on peut essayer d'être plus heureux, mais en même temps on a du stress, et puis il y a une société de consommation, et puis etc. Donc ça nous fait beaucoup travailler, et donc beaucoup nous énerver, et comme ça nous fait produire beaucoup d'électricité dont les machines sont friandes. Et puis nous, tout simplement, si on prend le cerveau dans une cuve, bon, on va partir de la bonne vieille loi de Gabor, tout ce qui pour un jour être fabriqué scientifiquement le sera. Hein, quels que soient les problèmes éthiques éventuels, citez-moi une seule invention humaine que des chercheurs avaient la possibilité technique de réaliser, mais ils se sont dit, sages qu'ils étaient, oh bah non, quand même, on ne voit pas les conséquences à moyen ou à long terme. Hein, le principe de précaution, c'est quand même, voilà, c'est pour nous, mais c'est pas pour eux. Si un jour on peut greffer une tête de singe sur un corps d'oiseau, je suis certain que les gens le feront. Et si vous leur demandez pourquoi, eh ben c'est simplement parce qu'ils seront trop fiers d'être parvenus à le faire. Et puis on verra si plus tard ça a des applications pratiques. Hein, moi j'avais entendu il y a 3 ans sur France Culture comme ça 2 scientifiques. Ils étaient très, très sympas parce qu'il y avait un côté un peu joie enfantine, c'était trop mignon. Ils avaient créé des antiparticules d'hydrogène. Donc voilà, une mission scientifique. Hein. Et on leur a demandé à quoi ça sert, ils avaient dit rien. Et on a dit, est-ce que vous pensez, c'est de la recherche fondamentale, est-ce que vous pensez qu'un jour ça servira à quelque chose? Il a dit probablement jamais.
Elle dit, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, parce qu'en fait, c'est impossible en principe. À l'état naturel, il y a des antiparticules, mais pas stabilisables au point d'être de l'hydrogène. Et donc, lui et son pote, ils étaient les seuls à avoir vu, alors vu c'est un bien grand mot parce qu'elles avaient une durée de vie de 2 nanosecondes, ils avaient vu des antiparticules d'hydrogène alors qu'il n'y en a nulle part dans toute l'immensité de l'univers depuis 13,7 milliards d'années. Ils étaient trop contents. Et donc on a demandé, mais vous êtes sûr et certain qu'il n'y en a nulle part? Elle a dit, sauf si sur notre planète, ils ont des accélérateurs de particules et qu'ils croient bon de dépenser 1 million d'euros pour satisfaire des gens comme nous. Mais sinon, non. Mais ils l'ont fait quand même. Hein, c'est la loi de Gabor. On le fera. Donc si un jour on peut prendre un cerveau et puis qu'on peut le mettre dans une cuve et qu'on peut le projeter dans une sorte de Truman Show dans Matrix et qu'on peut voir ses réactions, ne vous en faites pas, quelles que soient les conséquences, on le fera pour la grandeur de la science. Donc ça, c'est une autre possibilité, mais c'est moins puissant que le malin génie. C'est moins puissant parce que, alors là, il faudrait revoir un petit peu éventuellement du Baudrillard, après on en reparlera si vous voulez des simulacres et des simulations. C'est moins puissant parce que dans le cas du rêve, comme dans le cas du dieu trompeur, comme dans le cas du cerveau dans une cuve, on est dans une intériorité qui se donne comme une extériorité sur la base d'une extériorité. Raison pour laquelle, à un moment, il étudie le rêve. Et il explique dans un petit passage là encore où il pose un petit galet qu'il viendra rechercher plus tard, qu'on ne peut rêver que de choses qu'on a vues en entier ou en partie dans le réel. Le stock du rêve, c'est le réel. Tu ne peux pas rêver d'un singe à 3 têtes si tu n'as pas déjà vu des singes. Tu ne peux pas rêver en couleur si tu es aveugle de naissance. Tu ne peux pas rêver de son si tu es sourd de naissance. Et moi, j'avais appris ça, je ne savais pas, quand j'ai eu ma fille, quand elle avait fait sa 2e échographie. À un moment, on la voyait, ils avaient fait un truc un peu modélisé en 3D. En fait, on la voyait sourire. Et je me disais, tiens, c'est marrant, enfin, c'est de la projection de papa. Hein. Je me disais, c'est marrant, on dirait qu'elle sourit. Et donc la dame, elle dit, évidemment qu'elle est en train de sourire. Et puis elle dit, vous voyez son rythme cardiaque, etc. Machin. Et je dis, pourquoi? Elle dit, parce qu'elle est en train de rêver. J'ai dit, mais elle est dans un liquide amniotique, elle a 7 mois de liquide. Elle dit, je me disais, à quoi elle rêve? Elle dit, avec les briques de son expérience. Donc elle a peut-être vu elle a peut-être entendu un son, le son de la voix de votre maman, ou là comme vous parlez, ou peut-être à quelque chose d'un peu plus lumineux à travers la membrane, enfin quelque chose, des petites briques d'expérience. Hein, à quoi un rêve un chat? Ça n'a pas un début, un milieu, une fin. Un rêve de chat, hein, ça rêve à une sensation ponctuelle, peut-être à une scène qu'il a vue. Voilà, ça rêve à partir des briques dont sa mémoire dispose de chat. Et puis un bébé dans un ventre, ça rêve à partir de 7 mois, donc 2 mois avant de sortir. Bon, j'avais appris ça. Et donc nous, évidemment, on rêve à partir des briques de notre expérience, mais c'est plutôt rassurant, parce que si je suis en train de rêver, c'est forcément qu'il y a un rêveur déjà, mais surtout il y a un monde dans lequel je suis en train de rêver. Je crois que je suis assis devant vous, en vrai je suis dans mon petit lit douillet, mais pour être en train de penser être face à vous, il faut bien, alors peut-être que cet amphithéâtre n'existe pas, mais en tout cas ça veut bien dire que mon petit lit douillet, lui, existe. Et j'ai bien dû voir des chaises, des gens, etc., pour pouvoir rêver de ce que je suis en train de voir devant moi en ce moment. Donc on peut nier l'existence du monde que je vois maintenant, mais on ne peut pas nier l'existence du monde. Parce que sinon, je n'ai pas de stock, justement, avec lequel je crée l'illusion du monde présent. D'où l'argument du malin génie, qui est beaucoup plus puissant, parce qu'avec l'argument du malin génie, on arrive à l'idée que peut-être qu'il n'y a rien qui existe. Il y a juste moi et le malin génie. Sauf que le problème, c'est que ça implique 2 choses. Ça implique alors, ce qu'on appelle le dualisme et le solipsisme. Alors, le dualisme, c'est le fait que je sois à la fois un esprit et un corps, et le solipsisme, c'est le fait que vous n'existiez peut-être pas. D'où, alors il y a même un autre argument sur lequel je reviendrai après, qui préfigure la philosophie de Fichte dont je vous avais parlé, mais je le garde pour un peu après. D'où la célèbre citation la plus célèbre de l'histoire de la philosophie, probablement à laquelle aboutit Descartes: on peut douter de tout, c'est ça qu'il veut, hein, une bonne pomme, sauf 2 et 2 font 4, c'est même pas sûr. Et puis en plus, vous savez même pas vraiment, ni moi, ce que c'est qu'un nombre, c'est compliqué, c'est pas clair et distinct, comme il dirait. Par contre, une chose est sûre, c'est que moi j'existe. Parce qu'on peut imaginer n'importe quel scénario abracadabrantesque qui fasse que je sois victime d'une illusion généralisée. Pour être victime d'une illusion, il faut bien que j'existe. Si vous me dites j'ai bien trompé Michel, je lui ai fait croire des trucs insensés, mais que Michel n'existe pas, vous n'avez trompé personne. Donc peut-être que le malin génie existe, ça je ne sais pas, mais en tout cas pour qu'il me trompe, il faut bien que j'existe. Traduction plus célèbre, évidemment, c'est ce qu'on appelle le cogito dans notre jargon, le « je pense donc je suis » de Descartes, avec la fameuse question: est-ce que c'est vraiment une bonne pomme? Est-ce qu'on peut remettre en cause
parce que je vous disais qu'en philosophie, on a le droit d'être pas d'accord avec n'importe quelle thèse de n'importe quel philosophe. C'est vrai que le cogito, ça, bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors, il y en a qui ont essayé de remettre ça en cause de manière indirecte. Bon. Donc, je vous donne différentes formulations, puisque c'est tellement célèbre. Alors, c'est marrant parce que c'est célèbre, je pense, donc je suis, mais c'était la formule que Descartes aimait la moins, parce que justement, il y a le donc. Et s'il y a le donc, ça veut dire qu'il y a un raisonnement. Et s'il y a le raisonnement, il y a possibilité que le malingénie trouble mon raisonnement. Déjà qui peut me faire croire que 2 et 2 ça fait 4, alors qu'en fait c'est pas vrai. Vous doutez qu'avec un raisonnement, avec des prémices et des conclusions, c'est trop dangereux. Donc il n'aimait pas trop cette formulation. Et puis surtout, en fait, il l'a quand même un petit peu emprunté à quelqu'un d'autre. Donc c'est souvent comme ça. Hein, il y a des auteurs, on croit que c'est 2, et puis en fait ils l'ont piqué à bon, voilà. Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. On dit oui, enfin bon, c'est de Plaute. Voilà, Dieu est mort, c'est pas de Nietzsche. Tout ce qui me tue ne rend plus fort, c'est pas de Nietzsche non plus. Bon, voilà. Donc alors, petit florilège. Je pense donc je suis, c'est Descartes, c'est dans le discours de la méthode. Ego cogito, ego existo. Ça, c'est dans les méditations métaphysiques, c'est dans la seconde. Alors là, on a perdu le donc, et c'est mieux parce que ça montre une idée, une espèce d'intuition, d'immédiateté. Il y a un côté je pense, j'existe. Le j'existe est inclus dans le je pense. C'est pas extérieur, il n'y a pas 2 propositions extérieures à l'une. C'est un Kinder Surprise, quoi. T'as le chocolat, t'as le cadeau. C'est obligé. Parce qu'ils fabriquent le cadeau d'abord, en fait. Ils mettent le chocolat après. Donc tu peux être rassuré. Si t'as le chocolat, t'as le cadeau. Donc si tu as le ego sum, tu as le ego existo, c'est pareil. Il y a aussi ego cogito, ego sum, pareil, même chose. Alors ça, c'est dans les principes de la philosophie. Et puis, il y a dubito ergo sum, je doute donc je suis. Ça, c'est dans la recherche de la vérité par la lumière naturelle. Et puis, la formule que l'on a dans les méditations métaphysiques, donc dans la 2, elle est un petit peu plus longue, mais elle est peut-être un petit peu plus claire. Il dit... la proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Bon, ça claque un peu moins qu'un slogan, donc c'est pas celle qui est restée célèbre, mais c'était celle qu'il préférait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cela aussi, parce qu'on verra qu'il y a d'autres choses, en fait, c'est emprunté, si on veut, à Augustin, dans La Cité de Dieu et dans Le Libre Arbitre. Alors, Descartes a évidemment lu Augustin, de toute façon tous les grands philosophes s'inspirent des autres, hein, on ne va pas parler de plagiat, il ne faut pas exagérer, sauf qu'Augustin il passe un petit peu à côté de cette pierre précieuse parce qu'il n'est pas du tout dans la même problématique. C'est que la grande question d'Augustin, c'est qu'est-ce que c'est que d'être pour l'être suprême. Alors c'est pas facile à définir parce qu'on ne l'est pas. Essayer de comprendre ce que c'est que d'être humain pour une fourmi, ça va pas être facile, elles ne sont pas câblées pour ça. Nous c'est pareil, essayer de comprendre ne serait-ce qu'indirectement, par analogie, ce que c'est que Dieu, c'est difficile puisqu'on est des créatures finies. Mais c'est sa problématique. C'est pas pareil d'être pour quelque chose que j'imagine, qui est, hein, là j'ai une image en tête, mais c'est un simulacre, il a un degré d'existence moindre. Hein, on va refaire du Platon, il y a des niveaux d'être. Le reflet de l'arbre existe, mais quand même moins que l'arbre, pas quand même plaisanter, et moins que l'idée de l'arbre, évidemment. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'être pour un humain, c'est une chose, qu'est-ce que c'est que d'être pour un Dieu, pour Dieu, c'est autre chose. Et ce qui est amusant, si on veut, c'est qu'on peut douter de l'existence de Dieu, sauf si tu penses qu'on peut le prouver, mais on ne peut pas douter de la nôtre. Donc en fait, Dieu, c'est celui qui est, hein, il est même défini comme ça dans la Bible, c'est celui dont l'être est le plus élevé. Mais on n'est pas sûr qu'il existe. Alors que nous, on a un être pas très élevé, on n'existait pas, on n'existera plus, on existe par hasard, parce qu'on est né comme ça, ce jour-là, dans cette situation-là, alors que Dieu, s'il existe, il existe par nécessité. Donc on est bien plus faible, mais au moins, on est sûr d'exister. Donc en un sens, c'est supérieur à Dieu. Et d'où les deux citations de Augustin. Dans La Cité de Dieu, il dit « Si je me trompe, c'est que je suis ». Et dans Le Libre Arbitre, il dit « Si tu n'étais pas, tu ne pourrais pas être trompé ». De là à trouver « Cogito ego sum, nec sum semper condu cogito », il n'y a qu'à se baisser. Mais il en a fait quelque chose de bien, puisqu'il en a fait le fondement de sa philosophie Descartes. Alors ça implique donc deux choses, je disais. Ça implique le dualisme et le solipsisme. Alors le solipsisme, c'est le fait, ça vient du mot seul, hein, c'est le fait que moi je suis sûr d'exister, mais pas forcément vous. Et le problème, c'est que je crois que j'ai un corps. Alors déjà, je crois que j'ai un corps, et puis que là, j'ai une chemise un petit peu bariolée, on dirait du Pollock. Bon, voilà. Et si ça se trouve, en fait, je suis en caleçon dans mon lit, donc je peux très bien douter de l'existence de mon corps présent. Et puis, si ça se trouve, j'ai même pas de corps du tout.
puisque tromper quelqu'un, c'est tromper son esprit. Je ne sais pas clairement et distinctement quel est le rapport du corps à l'esprit. C'est très confus, cette histoire. Et donc, peut-être que je ne suis qu'un pur esprit trompé par un autre pur esprit dans un monde immatériel qui n'existe que, avec des gros guillemets, dans ma tête. Et en réalité, je n'ai même pas de corps. Donc, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit si ça se trouve, le monde n'existe pas, bon, il a sans doute trop regardé Matrix, surtout que le 4 a une légère tendance à nous retourner la tête. Mais c'est pas bête. Vous pouvez lui dire, c'est pas bête. Voilà, va voir une conférence de philo, il te dira que t'es pas fou. S'il vous dit, peut-être que toi, t'existes pas, toi tu dis, à mon avis, c'est plutôt le contraire, mais tu peux pas savoir. Hein, moi, je suis pas du tout sûr que vous existiez, mais si vous suivez mon raisonnement, vous devez vous dire, c'est plutôt toi, puisque vous pensez peut-être que c'est moi qui suis dans votre rêve, alors que moi, je suis certain qu'au pire, c'est vous. C'est un peu comme quand tu joues au loup-garou, toi tu sais que t'es pas loup-garou, et puis l'autre il peut pas te montrer ses cartes. Donc là, moi j'avais eu ça aussi une fois, j'avais une élève qui était très vexée, parce que je lui démontrais qu'elle existait peut-être pas. Et du coup elle dit, le premier, je lui dis mais c'est un jeu, hein, c'est la métaphysique, on est d'accord, hein, Descartes a dit, hein, c'est pas de la philosophie pratique, on n'est pas là pour changer le monde, hein, on est là pour méditer dessus, on n'est pas dans un combat marxiste. Mais elle dit oui mais quand même en vrai... j'existe, quoi. Alors, je lui avais dit, je ne sais plus comment elle s'appelait, Julie, je lui ai dit, oui, mais c'est pour rigoler, Julie, évidemment que tu existes. Et en fait, à ce moment-là, je me suis réveillé. Ils mettent des gens dans mes rêves qui me disent qu'ils existent, et dans mes rêves, je fais l'argument du rêve, jusqu'à ce que je dise, oui, d'accord, ok, c'était pas drôle comme blague, et là, je me réveille. Probablement pour que je devienne fou, mais je ne deviendrai pas fou. Et donc la conséquence, c'est un dualisme, c'est que je suis sûr d'être un esprit peut-être lié à un corps, mais je ne vois pas bien le rapport de mon corps à mon esprit, et je peux douter de l'existence de mon corps. Donc si votre personne vous dit peut-être que toi tu n'existes pas, vous lui dire c'est pas bête. Et si vous dit si ça se trouve j'ai même pas de corps, vous pouvez lui dire c'est pas bête. Et s'il vous dit par contre si ça se trouve j'existe même pas, alors là vous pouvez le rassurer. Pour te dire ça, il faut déjà que tu existes, puisque tu ne peux pas douter de ta propre existence, puisque douter de ta propre existence la présuppose. Donc, au moins on peut être rassuré là-dessus. Moi je suis sûr d'exister. Alors il y a un argument qui est encore plus redoutable, mais moi j'ai pas vu dans des commentaires de Descartes, donc j'étais content, j'ai pu le placer dans ma thèse de doctorat. Comme ça faisait un petit truc bien. C'est qu'il y a un tout petit passage, alors tout petit. Vous savez, on dit toujours il n'y a pas d'inconscient chez Descartes. Chez Descartes, l'idée de la conscience, elle est pleine et entière, elle est transparente. Il faut attendre des philosophes du soupçon, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, pour avoir de l'inconscient. Il y en a un petit peu dans un certain sens chez les Nietzsche, mais c'est quand même très différent. Et il y en a quand même un petit peu chez Fichte, le fameux successeur méconnu de Kant, qui reprend cette idée-là. Et donc on en a aussi un petit peu chez Descartes, parce que chez Descartes, à un moment, il fait à nouveau toute l'énumération, peut-être que je me trompe, peut-être que je rêve, peut-être qu'il y a un dieu méchant, peut-être qu'il y a un malin génie. Et à un moment, il dit... je vous le retrouve. N'y a-t-il point quelque dieu? Ah voilà. N'y a-t-il point quelque dieu ou quelque autre puissance qui me met en l'esprit ces pensées, donc les pensées que je suis en face de vous. Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. C'est pas mal ça. C'est-à-dire que si ça se trouve, le malin génie, pour l'instant, on s'imaginait une créature à l'extérieur de moi. Si ça se trouve, le malin génie, il est en moi. Après tout, les gens qui sont schizophrènes, psychotiques, qui entendent réellement, je sais pas, le président Schreiber, qui entendent réellement Dieu leur parler, ou qui voient réellement toujours une petite fille passer au fond du couloir alors que personne ne la voit, ils sont eux-mêmes victimes de leur propre illusion. Ils sont les auteurs de leur propre illusion. Alors, si vous êtes sartrien, vous allez dire que c'est de la mauvaise foi, mais je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. Il y a une sorte de dédoublement qui fait que, en eux-mêmes, ils sont eux-mêmes les causes de leur mal-être. Et ils en souffrent, et ils demandent juste à ne plus en souffrir, alors qu'ils en sont eux-mêmes à l'origine. Donc il y a peut-être caché en moi-même une force inconsciente qui produit en moi-même l'illusion d'un monde extérieur à moi. C'est moi qui invente tout ça. Tout comme quelqu'un de fou, quelqu'un de paranoïaque, vous allez dire à Jean-Jacques Rousseau, mais personne ne veut te tuer, personne ne dit du mal de toi dans ton dos, c'est toi qui inventes ça. Et il n'y a aucune preuve. Mais justement, l'absence de preuve, c'est hyper paniquant, parce qu'on dit, ils sont forts. Voilà. C'est le principe du paranoïaque. Et ben moi, c'est pareil, peut-être qu'en moi, il y a une espèce de puissance inconsciente
qui me produit l'illusion d'un monde extérieur à moi. Alors Fichte, alors on se moque un petit peu de lui, hein. Fichte il a un nom pour ça, il appelle ça le non-moi, nicht-ich. Alors il y a le nom, il y a le moi et le non-moi. Donc en fait le moi produit en lui-même un non-moi qui donne l'illusion d'une extériorité au moi, mais toujours dans le moi. Donc il y a toute une dialectique du moi et du non-moi chez Fichte. Ce qui fait que Madame de Staël, qui ne manquait jamais d'humour, comparait la philosophie de Fichte au baron de Munchausen, qui essayait de se sortir lui-même des marécages en tirant sur ses cheveux. Donc c'est l'image qu'une élève, une gentille élève m'avait mis comme dessin sur la couverture du livre que j'avais fait sur Wittgenstein. Voilà. Et je trouvais ça amusant. D'où le syndrome de Munchausen. Tu souffres toi-même de maladies qui en réalité n'ont aucune cause physique, mais parce que tu veux pouvoir en parler, tu veux qu'il t'arrive quelque chose, tu veux qu'on te soigne, qu'on prenne soin de toi, et donc tu as réellement des douleurs articulaires, alors qu'en réalité il n'y a rien. Mais tu dis, c'est quand même pas moi qui souffre, mais qui m'a inventé mes douleurs articulaires, elles me font suffisamment mal, elles m'empêchent de dormir. C'est le syndrome de Munchausen. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'on est mal engagé, hein, puisque je vois mal comment je retrouverai une autre réalité que celle de ma propre existence en tant qu'esprit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Il le dit, hein, Descartes, il dit c'est une res cogitans, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je pense donc je suis quelque chose qui pense. Alors res, c'est une chose au sens très indéterminé, hein, c'est pas évidemment un objet, puisqu'on les a tous mis en doute. Mais c'est quelque chose qui pense. C'est la définition de l'esprit, c'est une activité pensante. Ça, je sais que je fais ça. Et du coup, alors il va loin parce qu'après il dit, mais du coup ça veut dire aussi que je perçois, que je sens, que je ressens. Alors ben non, puisque vous venez de mettre entre parenthèses, comme on dit en phénoménologie, l'existence du monde extérieur. Mais si, parce qu'en fait, alors il le dit, en fait, il dit percevoir, ressentir, en fait c'est penser. Parce que c'est penser qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand je vous perçois, je pense que c'est pas que je touche quelque chose parce que c'est extérieur à moi. La preuve, si ça se trouve, je suis en train de dormir, c'est pas du tout extérieur à moi cette histoire. Mais c'est que je pense qu'il y a quelque chose. Donc toutes ces choses-là, on peut aussi, c'est vrai que je suis une chose qui perçoit. Je vous perçois. Je suis une chose qui entend, je suis une chose qui voit, je suis une chose qui se déplace. Alors peut-être pas en vrai, mais en tout cas qui pense faire tout ça. Donc toutes ces choses-là, finalement, sont des attributs de la pensée. Tout comme l'imagination, tout comme le rêve, etc. Et donc il faudrait trouver une formule magique qui nous permette de retrouver quand même l'existence du monde extérieur. Et alors, à ma connaissance, il n'y a qu'une, enfin, à la connaissance de Descartes au moins, en tout cas, il n'y a qu'une possibilité. Alors si vous en trouvez une autre, ça serait formidable. Il faudrait un raisonnement du genre. Je pense, donc je suis, et à partir de ce simple je suis, sans m'appuyer sur le monde extérieur, puisqu'on vient de le mettre entre parenthèses, en réfléchissant bien, raison pour laquelle il va analyser beaucoup la façon que nous avons d'avoir des idées, comment les idées sont liées entre elles, est-ce que je peux faire confiance à certaines idées, etc. Avec le célèbre morceau de cire, bon, j'ai pas le temps de le développer. En fait, parmi toutes les idées que j'ai, puisque je n'ai que ça, des idées de toute façon, est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui me permettrait de dire « Ah, mais en réfléchissant bien, je pense, donc je suis, donc... Donc le monde extérieur existe. » Alors des fois, évidemment, il y a des mirages et des illusions, mais c'est à la marge. Globalement, vous êtes là, le monde existe, quoi. Alors le problème, c'est le sein qu'il faut trouver, quoi. Donc ça ferait « je pense, donc je suis, donc donc le monde existe ». Et lui, l'idée qu'il a, c'est qu'il faut prouver l'existence de Dieu. C'est la seule solution. Donc ça ferait « je pense, donc je suis, donc donc Dieu existe. Donc le monde que je perçois existe. » Et alors pourquoi, si Dieu existe, le monde que je perçois existe? C'est parce qu'on retrouve l'argument du Dieu trompeur, sinon ça veut dire que Dieu me trompe. Et ça, c'est pas très gentil. Et Dieu, il est très gentil, puisqu'il est infiniment bon en toutes choses, donc également dans les valeurs morales, si on veut, et donc il ne peut pas me tromper. Sauf si vous me dites, ouais, mais il a peut-être pas le choix. Alors, c'est quand même un Dieu qui est en début de carrière, puisque ça voudrait dire qu'il dit un peu pas, il est moins fort que le malin génie. Et non, mais on n'est pas dans Dragon Ball où les mecs ils sont Super Saiyan niveau 1, 2, 3, 4. Hein. Lui, il est directement niveau infini. Donc, si Dieu existe, c'est incompatible avec l'idée du malin génie. Alors on va me dire, oui, mais Dieu a bien fait que je me trompe parfois. Souvent même, parce que quand on regarde le peu de connaissances que l'on croit avoir sur l'univers et ce qu'on saura peut-être dans 100 ans, on se pavane un peu, mais en réalité, on ne sait pas grand-chose. Et puis dès qu'on trouve quelque chose, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont inconnues. Newton aurait adoré connaître tout ce que Einstein nous a appris, mais Einstein nous a appris qu'on est dans un océan d'ignorance beaucoup plus grand encore que Newton ne le croyait, etc. Donc en fait, on est loin du compte, mais c'est pas pareil, parce que d'une part, c'est vrai que Dieu a fait que, étant fini, limité,
je peux me tromper, et je me trompe souvent. Mais j'ai toujours les moyens de progresser. Je suis perfectible, je peux toujours corriger mes erreurs. On n'est pas ontologiquement et définitivement nul en maths, on peut progresser en travaillant. Et ça fait la deuxième chose, ça fait qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, de l'homme avec un grand H, on peut voir ça comme un challenge. Si Dieu nous avait mis directement la vérité dans le bec, il n'y a aucun mérite. Et vous savez que dans la religion, il y a souvent l'idée d'un mérite quand même. Si on est des bisounours et qu'on est tous gentils, ça n'a aucun mérite. Sauf qu'on est capable d'être gentil, mais on a les péchés aussi. Donc on a le péché originel. Donc il y a plus de mérite à être gentil que si c'est un bisounours pour nous. Parce que lui, il est programmé, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, c'est pareil, si on était directement dans le savoir, ça n'aurait aucun intérêt. On est dans l'ignorance, mais on peut progresser vers le savoir. Et donc, là, il y a du mérite. Donc peut-être qu'il faut voir ça comme une espèce de confiance que Dieu nous a donnée en disant « Allez, petit singe très évolué, un jour, tu te rendras compte que, je sais pas, on s'est quand même rendu compte que nous sommes dans une voie lactée qui se déplace à 620 km/s. En pas longtemps, hein, parce que de la science, sérieusement, on en fait depuis 500 ans. Et quand je dis on, encore je suis prétentieux, hein, parce que j'en fais pas partie, hein, c'est 1 millionième de l'humanité qui en fait depuis 500 ans. Ils découvrent quand même qu'on est en train, même si là il y a une illusion, encore une fois, très marquée, même si on a l'illusion du géocentrisme, et ben n'empêche qu'on se déplace à 620 km/s. On est balèze quand même. On est très très bon. Et donc, il peut y avoir du mérite. Alors que par contre, s'il y a un malin génie, comme disent les enfants, c'est pas du jeu. Parce que là, je n'ai aucune possibilité de sortir de l'illusion. Alors si je suis dans la matrice et que je suis enfermé par des scientifiques, non plus. Mais ça, c'est une affaire d'homme qui a emprisonné un autre homme. Dieu n'est pas responsable. Si c'est Dieu qui a laissé le malin génie m'emprisonner, c'est pas cool. Les dés sont pipés, voilà, c'est pas du jeu. Donc il ne peut pas avoir laissé cette créature exister. Donc globalement, ce que je perçois, c'est la réalité. D'où la nécessité de prouver l'existence de Dieu à partir de ma seule existence. Et c'est là que l'on a affaire à ce qu'on appelle la preuve ontologique de l'existence de Dieu, qu'il reprend à Anselme et que l'on retrouve aussi chez Leibniz. L'idée étant, alors ça, il faudra peut-être qu'on le fasse plus en débat, pour rigoler, moi j'avais fait ça l'année dernière, j'avais des élèves de technologie qui m'avaient dit, c'était pour les asticoter un peu, j'avais dit, mais bien sûr que si, j'ai dit, le drame, c'est pas qu'on peut prouver l'existence de Dieu, les gens dans les bistrots, ils disent, ah Dieu, on peut pas savoir s'il existe ou pas. Le drame, mes pauvres petits amis, c'est que c'est une antinomie. C'est qu'on peut parfaitement, par A plus B, prouver que Dieu existe, et sur la même base, sur la base du même raisonnement, je peux vous prouver qu'il n'existe pas. Et donc il m'avait dit, ah, il faut que vous nous le fassiez, tout ça, machin. Et donc, comme ils sont très réseaux sociaux, j'avais pris le pari de le faire en 1 minute. Donc, je dis, d'accord, en 1 minute, alors j'ai fait en 57 secondes, ils étaient contents. Preuve de l'existence de Dieu en 1 minute, pas de souci. Et puis sur la même base, évidemment, je prouve que ça signifie aussi qu'il n'existe absolument pas. Donc là, l'idée de Descartes, ça on pourra peut-être le développer plus tard, c'est que justement, donc, moi je suis celui qui est, au sens où je suis le seul être dont je ne peux pas douter de l'existence, mais en fait, si je réfléchis, j'ai en moi une idée, celle de Dieu. Alors c'est parce que tu as l'idée d'un truc qu'il existe, hein. J'ai l'idée d'une licorne, je pense que ça n'existe pas, j'ai l'idée d'un malin génie, j'en doute aussi, mais si je vous dis Dieu, et que je ne le confonds pas avec un super Dieu grec, c'est-à-dire un être absolument infini en toute chose, on n'a pas d'image. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne représente jamais Dieu, sauf les catholiques qui représentent un grand-père sur un nuage, on n'a jamais compris pourquoi. Dans toutes les autres religions, évidemment, tu ne feras point d'image de ton Dieu, la base. Parce que sinon, forcément, tu représentes un grand-père sur un nuage, et du coup, on dit « Ah, c'est un peu comme le Père Noël ». Bah oui, voilà. C'est pour ça que moi, dans ma famille, justement, parce qu'on a un certain respect pour la religion, il n'y a pas de Père Noël. Parce que ma femme me disait « Je ne veux pas que plus tard, ils disent que c'est le Père Noël pour les grands ». Voilà, donc déjà, évidemment, si tu représentes les anges comme des chérubins avec des grandes trompettes, bon bah oui, c'est pas crédible. Donc on ne représente jamais le Très-Haut parce qu'on n'en est pas capable. Donc je n'en ai pas d'image, je n'imagine pas Dieu, j'imagine le Père Noël, mais j'imagine pas Dieu, mais je conçois. C'est-à-dire, je vois bien de quoi tu parles. Sauf que je vais compléter en disant, mais ça n'existe pas. C'est comme les licornes, ça n'existe pas. Le problème, c'est que justement, alors c'est ce que montre Descartes, c'est que tout comme mon existence est un peu particulière parce qu'elle est la seule dont je ne peux pas douter, alors que l'existence de toute autre chose, en étant bien paranoïaque, je peux en douter, l'idée de Dieu, elle aussi, a une particularité, c'est qu'on ne peut pas en douter. C'est qu'en fait, si, là, c'est un peu le principe du Kinder Surprise aussi, si tu as l'idée de Dieu, Dieu est dedans. Alors, le problème, c'est qu'il y a 2 catégories. Dans une catégorie, il y a toutes les choses que nous connaissons. Vous, moi, le soleil, les nuages, les animaux, tout ce qui peut exister dans les confins de l'univers, partout, les atomes, tout ce que tu es. Et toutes ces choses-là n'ont pas toujours existé, n'existeront pas toujours, auraient pu ne pas exister. Et ça, c'est commun, ça s'appelle la contingence à toute chose, sauf une, qu'on a tendance à mettre dans le même sac, Dieu.
le problème, c'est qu'il boxe tout seul dans sa catégorie, donc on a tendance à le mettre un petit peu avec les autres. Non, lui, c'est différent. Parce que si tu dis, je vois bien un être absolument parfait, ce que c'est, mais j'y crois pas, il y a une contradiction. Parce que ça veut dire qu'il manque l'existence à cet être. Donc ça veut dire que moi, qui suis imparfait, j'ai en un sens une perfection de plus que l'être parfait. Parce que moi, je suis peut-être pas très jojo, je suis pas très malin, mais au moins j'existe. Alors que lui, c'est pas sûr. Donc, comme exemple, moi je donnais à mes élèves, c'est aussi absurde que si vous disiez, là vous allez sur un site de rencontre, je sais pas, et puis vous dites, ah j'ai rencontré la femme parfaite. Donc, elle est belle, elle est drôle, elle est élégante, elle est intelligente, elle est patiente, tout ça, tout ça, tout ça. Elle a toutes les qualités possibles. Et puis vous précisez, ah, elle a quand même un défaut. Alors ça me rassure, parce que oui, bon, quand même, elle a un petit défaut, elle n'existe pas. C'est un faux profil. C'est embêtant. Parce que moi, ma femme, elle n'a pas, bon, pas elle est pas, moi, ma femme, elle n'a pas toutes ses qualités. Hein. Des fois, elle s'énerve, elle est bordélique, etc. Mais au moins, elle existe. La moindre des qualités que tu peux demander à quelque chose, c'est l'existence. Donc ton Dieu, là, qui est parfait, mais qui n'existe pas, il a moins de perfection que n'importe quelle cloporte qui existe. Comme le dit Leibniz, Dieu est le seul être dont l'existence doit être réelle si elle est possible. Or, son existence est possible, donc elle est réelle. Nécessairement. On a donc fini notre petit raisonnement. Je pense donc je suis. Or, j'ai en moi une idée dont je ne peux pas être moi-même à l'origine, ou disons dont je peux concevoir en réfléchissant. Il est gentil, Dieu. Il s'est peut-être dit un jour il y aura des philosophes, ils seront assez métaphysiciens, pour être poli, pour se dire que si ça se trouve, rien n'existe à part eux-mêmes. Il faudrait quand même que je les sauve. Et puis en plus, du coup, ils vont douter de ma propre existence. Quelle ingratitude. Je vais mettre en eux une idée. S'ils réfléchissent 2 minutes, c'est pas une idée qui peut venir d'eux. La licorne, ça peut venir d'eux, pas celle-là, la mienne. Étant des êtres finis, ils ne peuvent pas avoir l'idée d'un être réellement infini. Donc, c'est la marque du créateur dans la créature, comme dit Descartes. Je pense donc je suis, or je suis capable de concevoir Dieu, or je conçois que refuser l'existence à Dieu est incompatible avec sa propre essence, donc Dieu existe, donc le malin et génie n'existe pas, donc vous existez. Réellement. Alors, du coup, ça donne, c'est ce qu'on appelait, alors après ça pose différents problèmes évidemment, c'est ce qu'on appelait, c'est pour ça qu'on dit, je veux dire, par exemple dans la Bible que Dieu est celui qui est, disons, on va dire nous, celui dont l'essence implique l'existence, c'est le seul. Et alors, ce qui m'a fait un petit peu sourire quand j'ai travaillé pour cette conférence, c'est qu'on voit du coup qu'il y a une triptyque très intime entre les 3 grandes idées, moi, le monde, Dieu. Et que la réalité de l'un dépend de la réalité de l'autre, et qu'il y a même une sorte de compénétration des 3, parce qu'en réalité, l'idée de Dieu, je la cherche en moi-même, hein, un peu comme Augustin, vous savez, c'est en moi-même que je trouve l'idée de Dieu, c'est pas en allant voir les fleurs. Et du coup, c'est en moi-même que je trouve l'idée de Dieu. Et c'est cette idée de Dieu qui me permet de conclure que moi, je suis dans un monde. Donc une sorte d'interpénétration des 3, et puis une sorte de triangle comme ça, un peu magique, des 3, on peut imaginer une sorte de triangle avec moi, Dieu, le monde, et puis un grand cercle autour. Et ça m'a fait sourire parce que le cercle, vous le savez, est la forme de la perfection, hein, notamment chez les Grecs. Il se trouve que justement, donc cette phrase que l'on a, qui montre la perfection de Dieu et la perfection de ce système de pensée, moi, Dieu, le monde, qui forme donc une jolie triade, celui qui est. Puisque c'est la question, le monde, tout le monde pense que c'est celui qui est. Moi, j'ai lu Descartes, je sais que c'est celui qui est. Et puis en vrai, celui qui est, c'est Dieu. Donc cette triptyque de ces 3 avatars de celui qui est, ça se trouve dans Exode, dans la Bible, et ça se trouve en 3.14. Merci.